en décembre 2016. Etienne Tshisekedi, c'est celui qui avait réussi à rassembler une grande partie de l'opposition. À quoi va ressembler cette opposition sans cette figure de groupe? C'est un point d'interrogation, c'est un challenge, un défi aussi pour l'opposition congolaise. Il va falloir se restructurer, quoi qu'il en soit. Le dialogue congolais qui est toujours en cours, les négociations en cours dans les prochaines semaines, on va en savoir plus sur la réorganisation de l'opposition et sur la capacité de mobilisation de cette opposition sans Etienne Tshisekedi. Merci Thomas Nicolon, vous étiez en direct depuis Kinshasa. Nicolas Germain, Etienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans. Il est entré en politique dans les années 60, une vie de militantisme avant d'entrer dans l'opposition et lutter pour la démocratie, mais il a commencé aux côtés du dictateur Mobutu. Absolument, parce qu'on le connaît depuis plusieurs décennies comme le grand leader historique de l'opposition congolaise, mais on oublie parfois qu'il a commencé aux côtés de Mobutu, il était très proche de Mobutu, il a soutenu son coup d'État en 1960, il sera plusieurs fois ministre de Mobutu, notamment son ministre de l'Intérieur, et on se souvient par exemple qu'en 1966, il avait soutenu la pendaison publique de 4 opposants qui avaient fait une tentative de coup d'État, ou qui étaient accusés d'une tentative de coup d'État contre Mobutu. Donc il y a toute une première partie de sa carrière qui est plutôt controversée. Nicolas, il a réorienté, Etienne Tshisekedi a réorienté sa carrière politique dans les années 80 et il est devenu opposant. Oui, c'est en 1982 qu'il crée son parti, l'UDPS, qui est encore aujourd'hui le principal parti de l'opposition au Congo. Il sera plusieurs fois emprisonné par le régime de Mobutu. Ensuite, il adopte différentes stratégies. Par exemple, en 2006, il décide de boycotter la présidentielle, mais en 2011, il décide d'y aller. Alors on sait qu'officiellement en 2011, c'est Kabila qui a gagné, Joseph Kabila, mais selon des diplomates et des observateurs, c'est plutôt lui qui a gagné. Et je me souviens être à Kinshasa en 2011 à une conférence de presse, il a sorti cette phrase, beaucoup de gens s'en rappellent, il a dit « J'ai gagné et je demande maintenant à tout le monde d'aller chercher M. Kabila et de me l'amener vivant chez moi ici ». Donc ça donne un peu le ton de ce personnage assez déterminé, voire têtu. Ces dernières années, on a vu qu'il avait accepté de renouer le dialogue avec le pouvoir, suspendu des négociations, de nouveau renouer le dialogue. Et là maintenant, alors qu'on apprend à l'instant, donc depuis quelques heures, sa mort, et il faut savoir que la rumeur qui enflait à Kinshasa ces derniers jours, c'est que le prochain Premier ministre eh bien, pourrait être son fils, Félix Tshisekedi. Oui, c'est la nomination du Premier ministre, il reste un point de blocage. Merci Nicolas Germain pour votre éclairage. On aura l'occasion de revenir sur les conséquences du décès d'Etienne Tshisekedi dans nos prochaines éditions, dans le journal et puis dans le journal de l'Afrique, bien sûr. Allez, dans le reste de l'actualité, une mission de l'ONU a été attaquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. 5 personnes ont été tuées par des hommes armés près de la ville de Koncha, côté camerounais. L'équipe de l'ONU travaille à démarquer la frontière longue de 2000 km. Et on reste au Cameroun. Dans le pays, publier des informations non vérifiables sur les réseaux sociaux pourrait désormais coûter cher à leurs auteurs et qui risquent la prison ferme et de lourds amendes. Des menaces qui interviennent dans un contexte de crise sociale et politique dans les régions anglophones du pays et que certains Camerounais considèrent comme une tentative de censure et un moyen de museler l'opinion publique. À Yaoundé, le reportage de Marcel Amoko et Zigo Tochaya. Une mise en garde en 20 mots. Un SMS de 150 signes reçu sur leur portable par des millions de Camerounais pour rappeler la peine prévue en cas de déclaration mensongère sur les réseaux sociaux. Pas moins de 20 ans de prison et de lourdes amendes. Une mesure très commentée dans le quartier de l'université de Yaoundé, le fief des internautes les plus actifs. Les étudiants, comme Fonquin, pas vraiment surpris par la tenue SMS gouvernementale dans un pays toujours secoué par la crise des régions anglophones. C'est comme si on s'est fait à intimider les gens de venir plus aller sur les réseaux sociaux. Vu le contexte actuel, le message est mal vu déjà par la voix parce que c'était sur les autres usuaires, on dit que non, mais comme ça empêchait les gens de parler de fédéralisme et de sécession. Fédéralisme et sécession, 2 revendications des organisations représentant la minorité anglophone, désormais interdites par le pouvoir. À l'origine de cette croisade contre ce qu'elle appelle les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, la ministre des Télécommunications qui nie vouloir censurer les internautes camerounais. Nous voulons une utilisation massive, citoyenne et responsable. C'est le message qui est derrière. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez Internet, mais sachez que l'espace, le cyberespace camerounais est régulé. Mais comment traquer les mensonges sur le net? Question sans réponse officielle. Dans son entreprise de services numériques, cet expert informatique est formel. Traquer les fausses infos sur Facebook, une mission quasi impossible pour l'État camerounais.
Sur le plan technique, véritablement, je crois que c'est plus du bluff que de la réalité. Vous prenez par exemple, vous avez toutes les manières de vous introduire sur Facebook avec un nom fictif. Contrôler Facebook, qui est un réseau mondial, comment le gouvernement fera pour vous tracer? Le gouvernement camerounais entend pourtant intensifier sa campagne contre les déclarations mensongères sur les réseaux sociaux, censées durer pas moins de 3 mois. Cela fait à peine 2 jours que le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine et déjà Mohamed VI a entamé une mini tournée africaine après avoir quitté Addis Abeba. Le souverain marocain s'est rendu ce mercredi à Djouba. Il a été reçu à sa descente d'avion par le président sud-soudanais Salva Kiir. Plusieurs ministres marocains ont fait le déplacement et de nombreux accords auraient été signés entre les deux pays. Mohamed VI est ensuite attendu au Gabon pour une visite privée. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'Iconoclasta. Il est aussi connu pour son combat pour la démocratie en Angola. Ses armes sont les mots et la musique. Le rappeur Loi Tiberao est sur le plateau du Journal de l'Afrique. Bonjour. Vous avez connu la prison pour tentative de rébellion et complot contre le président José Eduardo dos Santos. Vous avez été placé à l'isolement et vous avez fait une grève de la faim durant 36 jours. Comment vous portez-vous actuellement ? On continue à être persécuté par nos idées, parce qu'on pense, parce qu'on défend pour notre pays. Pour la santé, ça va, je viens de faire un check-up médical et j'ai aucun souci de santé, aucun séquelle de la période de la faim. Pour le procès, on a été amnistié. On refuse d'ailleurs cette amnistie, mais c'est là où on est en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'occasion de sortir de l'Angola, parce qu'autrement j'avais l'interdiction de sortir du pays. Alors, durant votre incarcération, vous avez tenu un journal que vous avez publié, il s'intitule « Alors je suis plus